Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, une voiture, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, le meurtre de la jeune Lina, l'une des affaires les plus médiatisées de ces dernières années. Gare de Strasbourg dans le Bas-Rhin, ce samedi 23 septembre 2023, il est 12h50 quand le TER en provenance de Saint-Dié-des-Vosges entre en gare. Sur le quai, Tao, un jeune homme de 17 ans, guette attentivement les passagers qui sortent des wagons. Parmi eux doit se trouver Lina, sa petite amie venue spécialement le voir depuis son village de Plaine au cœur de la vallée de la Bruche. Mais Tao est inquiet car depuis plus d'une heure, Lina ne répond plus à ses messages. Ça ne lui ressemble pas. Pourtant, un peu plus tôt, la jeune fille lui avait envoyé une vidéo sur le réseau social Snapchat. Elle se filmait en train de marcher le long de la route entre sa maison et la gare de Sainte-Blaise-la-Roche, là où elle était censée prendre son train pour Strasbourg. Mais depuis, plus rien. Sur le quai de la gare, les craintes de Tao sont fondées. Tous les passagers du train sont descendus. Pas de Lina à l'horizon. Et pour cause, l'adolescente n'est jamais montée à bord. On apprendra plus tard que son téléphone a cessé de borner à 11h22, sans doute au moment où elle a croisé la route de son ravisseur. Un suspect numéro 1 dans cette affaire, Samuel Gonin, un quadragénaire à la dérive qui a mis fin à ses jours en juillet 2024, quelques semaines seulement avant la découverte du cadavre de Lina à plusieurs centaines de kilomètres de l'Alsace. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la voix de RTL dans l'Est de la France, correspondant depuis près de 25 ans. Et vous avez suivi l'histoire de Lina, de sa disparition inquiétante, jusqu'au terrible épilogue d'octobre 2024. Pourquoi cette affaire, tout de suite, elle a été si médiatisée ? Parce que c'est une jeune fille de 16 ans et que beaucoup de Français ont des enfants, des adolescents, donc les gens s'identifient quand même assez rapidement, je pense, à ce genre d'histoire. Après, il y a globalement en France une appétence pour le fait divers, et c'est vrai qu'il y a quand même eu assez rapidement des zones d'ombre qui ont fait que cette histoire a quand même tenu dans la longueur pour le public. Qui est cette jeune fille, Lina ? On la qualifie de souriante, de rayonnante, bien intégrée dans son milieu scolaire ? Oui, pas de problème particulier. Elle a 15 ans, 1m60, 49 kilos, cheveux blonds, les yeux vert clair. Elle est en train de passer un CAP d'aide à la personne dans un établissement juste à côté. Les parents sont séparés depuis 2011. A priori, pas de gros problèmes à ce niveau-là. Donc c'est finalement une adolescente connue de tout le monde, parce que tout le monde se connaît à Plaine et à Sainte-Blaise-la-Roche, qui ne pose pas de problème à qui que ce soit. Le 23 septembre 2023, elle doit prendre le train pour Strasbourg où l'attend son petit ami. Elle part à pied de chez elle jusqu'à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche et pour ça, elle emprunte un itinéraire qu'elle connaît bien. Oui, c'est une petite route départementale qui descend. En fait, sa maison est en haut d'une petite route. Enfin, personne n'a vraiment de raison d'y aller, sauf à y connaître quelqu'un ou y faire quelque chose de précis. C'est une petite route qui descend, forêt à gauche, forêt à droite. C'est plutôt joli, c'est plutôt bucolique, le massif des Vosges. Elle a 3 km à faire, donc jusqu'en bas à Saint-Blaise-la-Roche, où elle doit effectivement monter dans son train. Le train est prévu à 12h03. Elle doit aller jusqu'à Strasbourg, le terminus, où l'attend son petit ami. Ils ont prévu une journée shopping dans la capitale alsacienne. Et son petit ami Tao s'inquiète de ne pas la voir descendre du train. Et c'est lui d'ailleurs qui va prévenir la maman de Lina, Fanny Groll, qui elle va se rendre à la gendarmerie. Alors elle est convaincue que ce n'est pas une fugue. Les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Et on se rend compte très vite, grâce aux caméras de la gare de Sainte-Blaise-la-Roche, que Lina n'est jamais montée dans le train. Par contre, plusieurs témoins l'ont aperçue le long de la départementale 350, la route entre sa maison et la gare, et notamment l'ancien maire du village. Alors, l'ancien maire de Plaine aperçoit Lina sur cette route entre 11h15 et 11h20, ce qui correspond en fait avec l'heure de départ de chez elle. Et elle n'a pas l'air affolée, elle est seule, elle a son téléphone à la main, il la reconnaît très facilement. Voilà, c'est un tout petit village, tout le monde se connaît.
bonnet. Elle a des Converse blanches avec une veste blanche et une robe gris clair. Donc il s'inquiète pas plus que ça de voir Lina sur cette route descendre et qu'il y en a pour encore 2,5 km ou un petit peu plus avant d'arriver à la gare. Et tout cela est attesté à la seconde près par les caméras de vidéosurveillance de sa maison, parce que l'ancien maire de Plaine en fait revient chez lui parce qu'il a oublié un outil. Il repart aussitôt, il reprend la même route et là Lina a disparu. Il reprend donc la route en sens inverse quelques minutes plus tard. Il était juste allé chercher quelque chose. Et là, effectivement, il ne la voit pas. Et c'est un peu étrange parce qu'il restait quand même un bon bout de chemin à faire. Et en quelques minutes, elle n'aurait jamais eu le temps de parcourir le chemin jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Donc c'est un peu étonnant, c'est un petit peu inquiétant. Et là, on se dit, qu'est-ce qui a pu effectivement se passer dans ce petit bois du massif vosgien à cette heure-là, en fin de matinée, un samedi ensoleillé du mois de septembre. Et puis deuxième témoignage, celui d'un retraité de 72 ans, Robert Dubois. Il habite à Plaine, il connaît bien Lina parce qu'il va faire ses courses à la supérette Proxy où la jeune fille était en stage. Et lui pense l'avoir vue dans une voiture. Il dit qu'il l'a vue dans une voiture, il dit qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait côté conducteur quelqu'un avec peut-être une petite barbichette. Il est assez flou dans son témoignage, il est sûr que c'était elle. On mettra quand même quelques bémols par la suite dans cette enquête sur la qualité de ce témoignage. Pourquoi ? Parce que y a des choses qui collent pas, le profil de la personne interpelle un petit peu, la manière dont il le raconte, c'est pas tout à fait la même version, ça change un petit peu, donc c'est pas un témoignage clé, phare a priori, sur lesquels les enquêteurs vont s'appuyer. Alors il n'empêche que dans un premier temps, les enquêteurs s'intéressent fortement à ce témoignage, car ce retraité parle d'une voiture de couleur sombre, et c'est le seul véritable indice en fait au début dont il dispose. Oui, il parle d'une Clio bleue ou gris foncé, et donc là, les enquêteurs vont se mettre en chasse de toutes les Clio ou modèles équivalents de couleur sombre. Alors oui, le coin est petit et il n'y a pas énormément de voitures, mais ça en fait quand même pas mal. Ils vont commencer par Saint-Blaise, La Roche et Plaine, donc qui sont les deux endroits qui sont les plus proches de lieu de la disparition. Ils vont travailler avec le fichier carte grise, ils vont faire des perquisitions, et là on se rend compte qu'on rentre vraiment dans une autre dimension quand on voit que en termes médiatiques, il y a 10 caméras devant la moindre maison où arrivent 2 gendarmes pour demander la couleur de la voiture. C'est là vraiment qu'on se rend compte que ça devient quelque chose d'assez énorme. Parce qu'au début, on aurait pu imaginer l'hypothèse d'une fugue de la jeune fille, qu'elle revienne assez rapidement. Et puis en fait, très vite, ça tourne quand même à l'affaire criminelle. Alors, ça tourne à l'affaire criminelle parce que déjà, la maman de Lina avait dit qu'elle n'était pas adolescente à fuguer, qu'a priori, il n'y avait pas eu de problème récent qui pourrait expliquer une disparition volontaire de sa fille. Là où malheureusement elle s'est trompée, c'est qu'elle a dit que Lina ne serait jamais montée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas dans une voiture. Puis finalement, le temps passe et un fugueur, jeune, ado, revient quand même en général dans les 48 heures. Et passé 48-72 heures, avec les battues qui ont eu lieu dans l'intervalle, des plongeurs qui ont sondé les plans d'eau, parce qu'il y a pas mal de petits plans d'eau, des drones, des chiens, des civils sur le terrain, sur quasiment des dizaines de kilomètres carrés, on ne trouve pas. Donc, tous ces éléments additionnés les uns aux autres font que rapidement on bascule quand même dans une hypothèse criminelle. Alors on sait quand même que dans ce genre d'affaires, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Et d'abord on cherche au plus proche, on interroge forcément sa famille et son petit ami. On interroge sa famille, on interroge son petit ami, on essaye de voir s'il y a des choses qui n'étaient pas connues, une dispute, une séparation, une crispation, une frustration, une engueulade avec la maman sur les résultats scolaires. Les parents sont séparés depuis 2011. Le papa habite en Isère, je crois. Quasiment pas de contact. Et évidemment, on fouille parce que c'est quand même très souvent dans le milieu proche ou avoisinant qu'on peut trouver la clé du problème.
Et pareil, il se passe rien. Alors, il y a des épiphénomènes. On apprend que le petit ami a bizarrement perdu son portable, qu'on va finalement retrouver. Il y a aussi l'histoire de sa moto qui a été volée à plusieurs reprises, c'est ça ? Il y a une histoire de moto qui a été volée à plusieurs reprises, quelques semaines, quelques mois avant. Il y a également une plainte pour viol en réunion qui a été déposée par l'INA plusieurs mois avant également, plainte qui a été classée sans suite par le parquet de Saverne. Et finalement, le dossier de ce viol sera réactivé ensuite parce que, en voyant ce qui se passe, on s'est dit non, on a peut-être trop vite enterré cette histoire de viol, il faut recreuser. Est-ce que c'est pas une représaille suite à la plainte ? On la séquestre pour lui faire peur, des gens qui réclament de l'argent. Pareil pour le vol de la moto, elle avait signalé ce vol de moto. Est-ce que la personne qui s'est rendue coupable de ce vol de moto et des dégradations ne veut pas régler son compte à l'INA de manière un petit peu éclatante, quoi. Voilà, hein. On ne sait pas, il y a quelques pistes quand même qu'on creuse, mais non, elle a disparu et c'est a priori inexplicable. Il y a aussi le témoignage d'une autre jeune fille du secteur qui se manifeste et qui assure que quelques jours plus tôt, elle avait été suivie aussi par une voiture sombre. Oui, alors, comme souvent dans les histoires de disparition, il y a des témoins qui pensent avoir vu un camion, à juste titre ou pas, et d'ailleurs c'est souvent de bonne foi, hein. Mais il faut vérifier. Alors, on va demander à d'autres gens s'ils ont vu ce camion rôder à Saint-Blaise-la-Roche, à Plaine, sur cette route. Si oui, quel genre d'individu le conducteur de ce camion abordait, des jeunes filles, pas des jeunes filles, des mamans, des enfants, des garçons. Mais on se rend quand même rapidement compte que c'est pas là qu'il faut chercher. L'histoire de l'INA émeut, et c'est bien normal, à travers la région. Beaucoup de recherches et de battues sont organisées au début de l'enquête et beaucoup de citoyens y participent. Alors, déjà, il y a un appel à témoins, hein. Le portrait de Lina est diffusé partout. On voit cette photo où elle a ses lunettes de soleil, visage très juvénile, d'une adolescente rayonnante, avec un énorme sourire, ultra bright, comme on dit. Voilà, les dents parfaites, hyper heureuse. Manifestement, il fait soleil quand cette photo a été prise. On la voit partout, cette photo, partout. Tous les Français ont vu cette photo. Ça permet de laisser vivre cette histoire, de laisser vivre ce visage pour essayer de la retrouver, de donner un élément. Et malgré cet appel à témoins largement diffusé, on n'a aucune piste sérieuse. On a l'impression qu'il y a beaucoup de portes, mais qu'elles se referment quand même assez vite les unes après les autres, et que dès qu'il y en a une qui se ferme, on va vers l'autre, puis à un moment, il n'y aura plus de porte, il y aura un grand vide. Et à un moment, il y a un grand vide parce que toutes ces portes-là ne fonctionnent pas. Et ce grand vide, c'est quoi ? C'est toute la question. Un vide qui va durer 10 mois jusqu'à l'été 2024, où l'enquête va connaître une avancée qui va tout changer. Et tout bascule le vendredi 26 juillet 2024, date à laquelle la procureure de la République de Strasbourg diffuse un communiqué dans lequel on apprend que le profil génétique de Lina, c'est-à-dire des traces ADN de la jeune fille, ont été retrouvées à l'intérieur d'une voiture volée. Il s'agit d'une Ford Puma de couleur grise qui, ces derniers mois, était stockée dans une fourrière à Narbonne, à l'autre bout de la France. Une précision surprenante, mais les données GPS sont formelles. Cette Ford Puma se trouvait bel et bien à Plaine le jour de la disparition de Lina, à la même heure. Une avancée majeure, assure la magistrate, mais beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi et comment Lina est-elle montée à bord de cette voiture ? Et surtout, qui en était le conducteur ? C'est à ce moment-là que le nom de Samuel Gonin apparaît dans ce dossier, un père de famille à la dérive, qualifié de bipolaire, voire de suicidaire. Et si son nom est relié à la voiture volée, c'est parce qu'il a été condamné pour avoir refusé de s'arrêter à un contrôle de police alors qu'il se trouvait au volant de ce véhicule quelques mois plus tôt sur l'aire de Sigean, entre Perpignan et Narbonne, sur l'autoroute A9. Toujours avec Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans la région Grand Est. Le vendredi 26 juillet 2024, Dimitri, l'enquête prend un nouveau tournant quand la procureure de Strasbourg annonce que des traces ADN de Lina ont été retrouvées dans une voiture volée. Donc ça veut dire que Lina est montée dans une voiture. On se rappelle que la maman de Lina nous avait dit qu'il n'était pas possible que sa fille soit montée dans une voiture. Donc, est-ce qu'elle connaissait la personne qui conduisait cette voiture ? Dans ce cas-là, ça peut expliquer qu'elle soit montée dedans. Mais des traces ADN de Lina dans une voiture, ça veut dire qu'a priori, elle n'y est plus.
Et si elle n'y est plus, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et s'il s'est passé quelque chose de grave, c'est qu'elle connaissait pas la personne qui conduisait cette voiture. Quand on parle des traces ADN de Lina, concrètement, qu'est-ce que c'est ce profil génétique retrouvé dans la voiture ? Alors, ce qui est retrouvé dans la voiture, c'est ce que les gendarmes enquêteurs appellent habituellement des éléments pileux. Donc, grossièrement, c'est soit des poils, souvent ce sont des cheveux. Ont été également découverts dans le coffre de cette voiture des cordes. Et là, on se dit, ça voudrait peut-être dire qu'elle a été ligotée. Et les traces ADN de Lina sont retrouvées sur la ceinture à droite, côté passager, donc derrière. Et là, on se demande s'il n'y avait pas quelqu'un à l'avant, en plus du conducteur. Était-il 2 ? Était-il 3 ? S'ils sont 2, pourquoi elle n'est pas à côté ? Pourquoi elle est derrière, à droite, donc en diagonale par rapport au conducteur ? Et tout ça, quand même, pose énormément de questions. Son sac à main aussi est retrouvé dans la boîte à gants ? On retrouve dans la boîte à gants un sac à main avec quelques effets personnels de fille, maquillage, la colle pour les ongles, des choses comme ça, je crois. Donc, trace ADN de Lina dans la voiture, son sac à main dans la boîte à gants, des cordes dans le coffre. Ça fait beaucoup quand même, et c'est extrêmement inquiétant. Et son téléphone, introuvable ? Son téléphone n'a jamais été retrouvé. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il a arrêté d'émettre le jour de sa disparition à 11h22. Elle venait d'envoyer un message vidéo à son copain qui l'attendait à Strasbourg. 11h22, le maire l'a vu entre 11h15 et 11h20. Donc ça s'est passé là, sur les 2 minutes entre 11h20 et 11h22. Elle est donc montée à bord de cette Ford Puma. Comment est-ce que les enquêteurs sont parvenus à retrouver cette voiture ? Alors, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que les enquêteurs, très rapidement, vont essayer d'exploiter le maximum d'images des caméras de vidéosurveillance dans le coin. Donc, c'est très boisé. Donc, il y a quelques maisons qui ont des caméras, mais il y a surtout des cols où il y a des caméras pour surveiller ce qui se passe sur l'école, pour les secours, par exemple. Et ils vont faire un relevé de toutes les voitures qui sont passées dans le laps de temps, voilà. Mais c'est considérable. C'est considérable, je crois que ça concerne plusieurs centaines de véhicules, même si il n'y a pas grand monde qui passe sur plusieurs heures, ça commence quand même à faire du monde. Puis bon, ils vont pas chercher sur 3 km², ils vont évidemment élargir le cercle concentrique, ils vont regarder un petit peu les routes un peu logiques qui permettraient de reprendre un grand axe, et ils vont trouver une voiture qui revient, c'est une Ford Puma grise qui les intéresse, et ils se disent il faut absolument qu'on retrouve cette voiture. Et cette voiture est retrouvée en juin 2024, c'est-à-dire des mois après la disparition de Lina, dans une fourrière à Narbonne, dans l'Aude. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est d'un côté, il y avait des gendarmes et enquêteurs alsaciens qui avaient une immatriculation et un modèle, et de l'autre côté, il y a ce véhicule qui a cette immatriculation, ce modèle, à Narbonne. Et la question que moi, je me suis posée, que je me pose encore, c'est comment ça n'a pas pu biper plus vite, matcher plus vite entre ces fichiers. Lina, on l'aurait pas retrouvée vivante, mais on aurait peut-être pu juger quelqu'un. Et maintenant, Dimitri, la question qui nous brûle les lèvres, c'est qui était au volant ? Et là, on va avoir un nom, une identité, un homme qui n'est pas totalement inconnu de la justice. Alors, en fait, cette voiture est en fourrière à Narbonne parce qu'un homme qui conduisait cette voiture, qui s'appelle Samuel Gonin, a fait un délit de fuite à un moment dans le sud de la France. Finalement, il a été attrapé, interpellation, il a été condamné, et dans le cadre de cette condamnation, on sait que donc il s'agit de Samuel Gonin. Il a 43 ans, il habite à Besançon, qui est quand même pas tout près ni de Narbonne, ni de Plaine et de Saint-Blaise-la-Roche. Il a des enfants, il est séparé de sa femme depuis 2 ou 3 ans, je crois. Quelqu'un qui est manifestement en dépression, qui prend des stupéfiants, de la cocaïne, de l'herbe de cannabis, qui est complètement perdu. Dernier métier connu, il était prof d'ébénisterie dans un collège, et c'est quelqu'un qui du jour au lendemain n'est plus venu dispenser ses cours et qui est rentré dans une espèce de spirale et de tourbillon de délinquance. Quelqu'un donc au profil fragile, très instable, et qui peu à peu, avant la disparition de Lina, va basculer, alors vous dites, dans un tourbillon de délinquance. D'abord, c'est plutôt de la petite délinquance, on va dire. Oui, totalement perdu, plus de repères, qui va commettre quelques larcins
avant la disparition de Lina. Un mois avant, il va braquer une supérette avec une vendeuse. Il doit payer 2 €. Elle ouvre la caisse pour prendre de la monnaie. Il voit les 300 € en billets dans la caisse. Il prend les 300 €. Il va agresser une vieille dame dans la rue. Il va la bousculer pour prendre le sac à main. Il vole cette Ford Puma en Allemagne. Et il met de l'essence à plusieurs reprises dans cette Ford Puma sans payer à la caisse de la station-service. À Besançon. Donc, on est sur un profil de quelqu'un de pas très stable dans sa tête, qui a tendance à aller vers une délinquance plutôt légère, hein, même si c'est évidemment pas excusable, perdu, qui ne travaille plus, quitté par sa femme, qui n'a visiblement pas énormément d'amis, donc profil quand même pas très inséré et qui commence vraiment à partir en marge de la société. Tous ces faits répréhensibles sont commis quelques semaines avant le 23 septembre 2023, date de la disparition de Lina. Ensuite, plus rien, en tout cas rien de connu de la police pendant quelques mois, jusqu'en janvier 2024, et donc ce refus d'obtempérer dans le sud de la France. À Narbonne, il a voulu fuir un contrôle de police, délit de fuite. Sur une aire d'autoroute. Finalement, il est rattrapé. C'est là que finalement, la Ford Puma commence à être connue des services de police et de gendarmerie, mais ça va mettre beaucoup trop de temps à biper entre les fichiers des uns et des autres, et il est effectivement condamné à 15 mois de prison. Mais donc à ce moment-là, personne ne connaît ses liens présumés avec Lina? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a fait qu'un délit de fuite. On est quand même loin de l'homme qui va enlever sur une route de montagne une adolescente de 16 ans pour lui faire du mal. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que c'est allé crescendo très très vite chez Samuel Gonin. Et donc 6 mois s'écoulent avant que cette voiture ne soit retrouvée par les enquêteurs de l'affaire Lina. Ensuite, donc, on a compris, on retrouve à l'intérieur des traces ADN, les données GPS, et ça on va y revenir en détail dans quelques minutes parce que c'est très intéressant. Les données de géolocalisation affirment que la voiture se trouvait sur les lieux de la disparition ce jour-là. Le nom de Samuel Gonin arrive sur le bureau des gendarmes. Donc leur premier réflexe, c'est d'aller l'interroger chez lui, à Besançon. Et là, coup de théâtre, il s'est suicidé. On le retrouve pendu chez lui à Besançon, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Samuel Gonin s'est suicidé parce qu'il pensait que les gendarmes venaient l'interroger pour l'affaire Lina? Et ça, c'est même pas sûr. Alors, il restera présumé innocent pour l'éternité des temps. Judiciairement, c'est comme ça. Mais effectivement, à ce moment-là, on a énormément d'éléments qui permettent de nous dire qu'il est plus que très impliqué dans la disparition de Lina. Est-ce qu'on peut affirmer à 100% qu'il était le chauffeur de la Ford Puma le jour où Lina a disparu? Tant que la justice ne pourra pas le dire, on ne pourra pas dire qu'on est sûr à 100%, et la justice ne pourra pas le dire jamais, puisqu'il est décédé. On retrouve dans cet appartement de Besançon, là où il s'est suicidé, une lettre qu'il laisse à ses 2 fils. Oui, une lettre où il dit « J'ai perdu ma dignité, je dois partir, je ne sais pas me contrôler ». Ça veut tout et rien dire. Ça dépend sous quel prisme vous lisez ces quelques phrases. Ça peut vouloir dire c'est indigne de bousculer une vieille dame pour lui voler son sac à main, mais ça peut vouloir dire aussi c'est plus qu'indigne d'agresser une jeune fille en la faisant monter de force dans une voiture. C'est compliqué cette phrase, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un aveu. À ce moment-là, on est donc en juillet 2024. Est-ce qu'on a encore un espoir de retrouver Lina vivante ? J'ai envie de vous dire, tant qu'on ne l'a pas retrouvée morte, il y a toujours un espoir de retrouver quelqu'un de vivant. C'est une lapalissade, mais c'est vrai. Parce que les gendarmes sont toujours en train d'exploiter à ce moment-là, en juillet 24, les données de géolocalisation du système multimédia de la Ford Puma. Alors oui, tiens, parlons-en justement de l'exploitation de ces données GPS, parce que là, les gendarmes qui cherchent donc à retracer très précisément l'itinéraire de la voiture pour savoir où se trouve Lina, pour savoir où elle a été emmenée, les gendarmes ont réussi une vraie prouesse technologique. Samuel Gonin avait pris soin de déconnecter le GPS. Et là, on se dit, mais comment on va faire pour retracer le parcours de cette voiture, parce que c'est bien ça dont il s'agit. On cherche Lina qui est au bout du parcours de cette voiture. Et en fait,
c'est là que beaucoup de Français, beaucoup de gens comme moi, ont découvert que le système multimédia d'une voiture, donc ça veut dire le système Bluetooth, autoradio, renferme des informations de géolocalisation qui ne sont pas celles du GPS. Donc même si vous coupez votre GPS, on peut quand même vous retrouver. Et c'est ces données-là qui sont très compliquées à déchiffrer, très compliquées à décrypter, que les enquêteurs vont mettre des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures à décoder pour essayer de retracer précisément le parcours de cette voiture. Et c'est donc cet itinéraire de plusieurs centaines de kilomètres extrêmement précis que les gendarmes exploitent dans le moindre détail et s'intéressent particulièrement aux arrêts suspects, parfois un long moment, en pleine nature, dans des endroits reculés, voire difficiles d'accès, où un corps aurait pu être déposé. Fin juillet 2024, première zone de recherche décrétée à Anould, au cœur des Vosges. La voiture s'y est arrêtée juste après la disparition de Lina. Quelques 45 hectares de forêt sont passés au crible. Les fouilles mobilisent près d'une centaine de gendarmes aidés par des drones, mais aussi des chiens et même le génie de l'armée de terre spécialisée dans la recherche de corps. Mais ça ne donne rien. Rebelote, quelques jours plus tard, au mois d'août, les recherches se focalisent cette fois-ci sur le bois de Sceaux, près de Vesoul, en Haute-Saône. La Ford Puma de Samuel Gonin s'y est aussi arrêtée. Mais là encore, les gendarmes rentrent bredouille. Puis ensuite, nouveau coup d'épée dans l'eau dans le Morvan. Il faut attendre de nouvelles recherches le 17 octobre pour enfin retrouver le corps de la jeune fille. Dimitri Ramelot, en votre qualité de journaliste, correspondant de RTL dans l'Est de la France, que pouvez-vous nous dire de cette journée du jeudi 17 octobre 2024 ? Ce jour-là, on reçoit, ceux qui suivent l'affaire depuis le début, une information vers 18h30, 19h, très courte, où on nous dit que le corps de Lina est retrouvé. Et là, on se dit, ouf, parce qu'on pense tout de suite à la maman, aux amis qui vont pouvoir faire le deuil et sépulture. Et on se dit que, quelque part, on espérait quand même tous pouvoir la retrouver vivante, cette jeune fille. Où est-ce qu'on la retrouve ? On la retrouve à côté de Nevers, dans la Nièvre. Donc on est à 400-500 km de chez elle. Ça dépend de la route que vous prenez. Et là, on se dit, mais que vient faire le corps de cette jeune fille dans un cours d'eau en contrebas d'un talus à côté de Nevers? C'est lunaire, tout est lunaire. L'endroit est lunaire, la distance kilométrique par rapport à chez elle est lunaire. Et puis, on prend cette information d'un coup, alors qu'il ne se passait rien depuis des semaines, et on se dit, ils ont fini par trouver, quoi. Et à quoi ça tient ? Ça tient à un système multimédia d'une voiture. Cette Ford Puma, donc, qui avait été géolocalisée à cet endroit, donc près de Nevers, le 24 septembre 2023, c'est-à-dire le lendemain de la disparition de Lina. Donc, ils ont décrypté les données du système multimédia. Donc, la voiture était là ce jour-là à Plaine. Donc, voilà, bon, très bien. Après, donc, elle descend à Anould. Donc, 4 jours de recherche à Anould dans les Vosges. Bon, c'est pas là, on descend, on continue. Ils suivent une carte qu'ils ont fait eux-mêmes, un tracé qu'ils ont fait. Voilà, après, là, à Sceaux, en Haute-Saône, 4 jours, c'est pas là. Et puis, là, nous, on avait plus trop d'infos au niveau des médias sur où ils étaient. Et puis, donc, ils ont continué sûrement à chercher. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont fait leur job. Hein. Et puis, d'un coup, d'un seul, effectivement, bim, Nevers, dans la Nièvre, à côté de Nevers, cours d'eau en contrebas d'un talus. Et l'horodatage de cet endroit correspond effectivement au lendemain de la disparition de Lina. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a été enlevée donc, entre 11h20 et 11h22 à 300-400 mètres de chez elle, et qu'elle est restée dans cette voiture pendant 4 à 500 km pour finalement être tuée quelque part sur le trajet, le cadavre retrouvé dans un cours d'eau en contrebas d'un talus à côté de Nevers. En ayant fait des stops avant sur la route, plusieurs stops au cœur de forêt. Mais c'est lunaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ces stops ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand est-ce qu'il l'a tuée ? Alors, comment il l'a tué ? On a découvert donc des fibres d'un tote bag qui permettent de se dire qu'elle a probablement été étranglée. Le problème, c'est que le corps, au bout de un peu moins d'un an, dans l'eau, c'est dans un état absolument catastrophique. Donc, évidemment, on va quand même faire une autopsie qui ne permet
pas de conclure grand-chose. Parce qu'elle est sans doute morte par strangulation mécanique, c'est ce que disent les experts. Strangulation mécanique, donc probablement avec les lanières de ce tote bag, voilà. Mais violée, pas violée, brutalisée, l'autopsie permettra pas de le dire. Samuel Gonin était connu donc pour ses faits de petite délinquance qu'on a détaillés. Néanmoins, il n'était pas enregistré dans le fichier, par exemple, des auteurs d'infractions sexuelles. On ne sait pas si elle a été violée, on ne le saura jamais. Peut-être que c'est mieux pour la famille. En tout cas, effectivement, Gonin n'était pas connu pour être un auteur d'infractions à caractère sexuel. Juste 2 petites choses. On est quand même allé voir à Besançon. On a fait un petit peu l'entourage, les commerçants du quartier où il habitait, etc. Il y a quand même au moins un restaurateur qui nous a raconté qu'il avait un jour dû mettre Gonin à la porte de son établissement parce que Gonin importunait des femmes. Entre importuner des femmes, ce qui n'est pas bien, on est d'accord, hein. Mais enlever une ado de 16 ans pour la tuer et la laisser à 500 km de chez elle dans un cours d'eau près de Nevers, il y a quand même un monde. Et c'est en ça que le parcours délinquo-criminel de Gonin est allé finalement de manière exponentielle. Qu'est-ce qu'il faisait à Plaine ce jour-là? C'était un vagabond finalement. On a parlé de lui tout à l'heure à Besançon, puis à Narbonne. Il vivait sur la route. Oui, c'est ça, un vagabond. C'est quelqu'un qui était dans sa voiture, qui avait une route à droite, prenait à droite ou pas, une route à gauche, prenait ou pas. Mais pour être allé à Plaine et à Saint-Blaise-la-Roche, au cœur de la vallée de la Bruche, en pleine montagne, massif des Vosges, il n'y a pas grand-chose, plus de gibier que d'habitants, hein, soyons clairs. Personne ne vient à cet endroit s'il n'a rien à y faire. Vous allez sur cette route de Saint-Blaise, vous montez à Plaine, puis à la maison de Lina, si vous n'avez rien à y faire, c'est-à-dire que si vous n'habitez pas là-haut, si vous n'avez pas un copain, un parent là-haut, vous n'y allez jamais. Donc c'est un gars qui s'est égaré, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il voit une ado de 15 ans de dos ou de face sur la route, il se dit tiens, alors, et le problème c'est que c'est là qu'on ne saura jamais. Il la percute, elle tombe, il la charge, il lui parle, elle monte. Il lui raconte une salade du genre je suis le copain de ton pote. On ne saura jamais. Alors tout à l'heure, Dimitri, vous nous expliquiez qu'il y avait un doute sur la présence ou non d'un deuxième individu ou individu à l'avant de la voiture. Déclaration du procureur de la République à ce moment-là, quand on découvre son corps. À ce jour, tous les éléments sont en faveur d'une action solitaire de la part de Samuel Gonin. Oui, et on a toutes les raisons de le croire parce qu'ils ont tellement ratissé cette voiture, ils ont tellement tout passé au peigne fin, ils ont cherché tous les ADN du monde, ils n'ont pas trouvé l'ADN de quelqu'un d'autre dans cette voiture. A priori, effectivement, ils étaient seuls dans cette voiture, c'était un huis clos. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces heures? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanoult pendant 2 heures? Qu'est-ce qui s'est passé à Sceaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle était ligotée, alors il y avait les corps dans le coffre. Tout le long, pas tout. Il l'a tuée rapidement, pas rapidement. Elle était morte en ce cours d'eau. On ne sait pas. Beaucoup de questions qui resteront sans réponse pour la famille, mais qui peut donc à ce moment-là faire enfin le deuil de la jeune fille. Ses obsèques sont célébrées à Plaine le 25 octobre avec les proches, mais aussi avec une foule d'anonymes réunis devant l'église du village, ce qui montre que cette histoire a touché toute la vallée de la Bruche. Non, mais toute la vallée de la Bruche et toute la France en fait. Parce que vous sortez dans la rue, n'importe où, vous dites Lina, les gens ils savent de quoi on parle. Et à partir du moment où n'importe qui sait de quoi on parle, c'est que ça a touché l'opinion publique pour plein de raisons. Presque tout le monde a des enfants, a des ados, a été ado. Et on se projette dans cette histoire et on se dit, mais dans un petit bled, pardon, mais c'est ça, comme ça, où il fait bon vivre, où il n'y a pas grand monde, voilà, il y a la forêt, il y a une petite maison, enfin c'est tranquille quoi. On a du mal tous à associer cet endroit aussi paisible avec quelque chose d'aussi horrible en fait. Finalement, avec le recul, même si l'attente a dû être terriblement longue pour la famille, cette affaire, elle a été résolue. Alors, même si on n'aura jamais de coupable condamné, elle a été résolue assez rapidement, en 1 an, dans l'histoire des grandes affaires criminelles françaises. C'est quand même assez rapide. Je suis encore aujourd'hui totalement halluciné de me dire que ces gendarmes ont réussi, des mois après, grâce au système multimédia d'une voiture, à recréer le parcours de cette voiture alors que le conducteur de cette voiture avait débranché le GPS. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la persévérance de la gendarmerie et des unités de l'armée qui sont venues en renfort, notamment à Hanoult et à Sceaux quand ils ont fouillé dans les forêts. Des dizaines de militaires en treillis,
avec des tronçonneuses qui vont couper des bouts de forêt entiers sur des hectares entiers, qui vont retourner la terre. Ils vont faire appel à des unités du génie de l'armée de terre spécialistes dans les fouilles en milieu périlleux. Ils vont faire voler des drones, ils vont emmener des chiens. Ils ont monté des barnums dans la forêt. Enfin, c'était une base de vie pour les gendarmes parce qu'ils ne voulaient pas repartir de là en étant sûrs qu'elle n'y soit pas. Donc ça a été des fouilles absolument incroyables. Et moi, le soir du premier jour de fouille, ils ont donc levé les barrages, ils ont libéré la forêt, ils sont donc revenus le lendemain. Mais je suis allé, moi, une fois qu'ils ont levé les barrages, dans cette forêt pour voir. Et il y avait sur les arbres, à hauteur d'1,50 m, 2 mètres à peu près, des bouts de rubalise de chantier. Vous savez, les rubans rouges et blancs, là, rayés. Et des centaines de petits bouts comme ça sur des arbres, sur des branches. Et là, j'ai compris qu'en fait, ils étaient en train de faire un quadrillage pour savoir, on est là, on a fait, ça on n'a pas fait, ça il faut faire, ça il faut pas faire, ça c'est trop loin, ça va pas. C'est empirique. Empirique, quelque chose de titanesque. Ils ont fait un travail absolument titanesque. Quand vous rentrez dans cette forêt avec votre voiture et que finalement le paysage est totalement déformé parce que voilà, il y a des arbres, des fougères, et qu'au milieu de tout ça, vous avez des centaines de petits bouts de plastique, vous vous dites, ils savent qu'au bout du bout, ils vont trouver quand et où, c'est juste ça la question, mais qu'ils vont trouver parce qu'ils savent précisément où chercher. Oui, c'est la réussite d'un travail collectif. Et puis, paradoxalement, il y a aussi ce goût d'inachevé, Dimitri. L'énorme regret, c'est que entre le moment où cette voiture est mise en fourrière à Narbonne et le moment où les gendarmes alsaciens qui cherchent cette voiture savent qu'elle est à Narbonne, il y a 6 mois. Et s'il n'y a pas 6 mois, qu'il y a qu'un mois, 2 mois, 15 jours, 3 semaines... On aurait pu interroger Samuel Gonin. Et il y aurait peut-être eu un procès. Et toutes les questions aujourd'hui auxquelles on n'a pas de réponse, on en aurait. Peut-être. Merci Dimitri Ramelot. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.